Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Nous en sommes à notre forum d'échange. Ça se discute. Nous allons parler de sport, ou du moins de classe sportive. Ce soir, à la faveur de cette décision du Conseil des ministres portant contractualisation pour l'acquisition d'équipements et de matériel sportif au profit de ces classes sportives. Cette expérimentation qui a cours dans nos divers établissements depuis quelques années déjà. Et si le temps nous le permet, nous allons revenir sur, nous allons parler de cette phase, en tout cas de ce grand projet d'asphaltage, la deuxième phase dont le démarrage est annoncé dans la ville de Kandi, Djougou, Parakou, après d'autres lancements dont vous avez pu voir les reportages sur nos antennes, notamment à Calavi. Et pour en parler, Innocent Wiener Godonou, journaliste et enseignant d'allemand, bonsoir. Oui, bonsoir François Xavier. Bonsoir chez vous, Voilà. chers téléspectateurs. Un invité de dernière minute, Mohamed Yamili, bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Voilà, Innocent Wiener Godonou, vous êtes journaliste sportif, vous êtes enseignant, donc vous êtes bien au fait de cette initiative des classes sportives. Et quand on se replonge dans ce relevé du Conseil des ministres, le gouvernement fait état des succès engrangés en termes de détection de jeunes sportifs, et c'est pour peut-être encourager, capitaliser sur ce qui est déjà fait, qu'il faut maintenant passer à une phase d'équipement, donner un peu plus d'espace à des établissements, mieux les habiller, mieux les équiper. Dites-nous déjà votre expérience de cette expérimentation. Il faut dire, depuis la création de ces classes sportives-là, il faut d'abord mentionner que ça a été une réforme bien réussie, je peux dire, bien dimensionnée, parce que bien avant cette réforme-là, il y avait des initiatives sur le plan communal, sur le plan départemental, mais ce ne sont pas des initiatives qui ont réellement fait rayonner au fait le sport sur le plan scolaire. C'est vrai qu'il y a eu quelques succès, quelques insuccès. Et avec la naissance des classes sportives, on a vu véritablement que le gouvernement a réussi là à surtout faire de l'école un véritable centre de formation et d'accomplissement vraiment des apprenants. Pour moi, personnellement, je pense que ça a été un succès retentissant. Un succès retentissant, et vous savez, quand nous avons eu des preuves, le Bénin, sur le plan scolaire, en ce qui concerne le championnat scolaire, sur le plan africain, rayonne, caracole. Actuellement, il y a nos jeunes apprenants qui sont en Chine et qui se préparent à des joutes, à des matchs dans le cadre de la Coupe du Monde. Donc, tous ces succès, tous ces progrès et tous ces résultats positifs-là encouragent justement le gouvernement à accompagner les classes sportives en termes de logistique, en termes de matériel, parce qu'il faut constater que avec la naissance des classes sportives, le matériel qui est utilisé, c'était le matériel qui était réservé pour le professeur de l'éducation physique et sportive. Et vous savez qu'avec les classes sportives, la demande devient de plus en plus importante, où il faut forcément approvisionner désormais les établissements qui ont le privilège de recevoir ces classes sportives-là. Mais il faut aussi dire que d'autres établissements attendent le gouvernement à se bien faire d'augmenter ou de penser aussi aux autres établissements. 76 écoles, 65 collèges. Il y a des établissements aussi qui n'ont simplement pas d'espace. Oui, ils n'ont pas d'espace, oui. Mais il y a d'autres qui ont des espaces. C'est-à-dire que dans un premier temps, le gouvernement a peut-être privilégié les établissements qui se trouvent au niveau des chefs-lieux, des arrondissements ou bien des communes. Aujourd'hui, il y a encore d'autres établissements qui disposent véritablement des infrastructures pour accueillir. Donc, et encore, le gouvernement allait très très loin. Le signal très fort, c'est que depuis un certain moment, ça fait déjà une histoire avec Puma qui, entre-temps, en 2019, avait pris en charge l'habillement de l'équipe nationale. De l'équipe nationale. C'est vrai que, bon, il y a eu quelques soucis
mais il revient maintenant pour habiller nos jeunes sportifs. Et là, surtout que ce sera une coopération entre Puma et puis CP, donc la Global, en tout cas GloJigbe International Zone. Et là, c'est ça qui donne un caractère spécial, parce que GloJigbe dispose... Je suppose que les équipements seront produits sur place. Voilà, justement. Là, parce qu'il y avait eu ce petit souci là où quand les équipements sont produits, les maillots sont produits à l'extérieur, ça coûte un peu plus cher au gouvernement. Et avec l'inclusion de CP et de GloJigbe, là, les équipements seront produits sur place. Et là, ça crée même un label. Et ça, c'est le Bénin qui se révèle à travers cette initiative. Donc, moi, mes expériences personnelles sont tout à fait bonnes, satisfaisantes. C'est vrai que je suis en train de dire qu'il faut encore plus spécialiser davantage les professeurs de PS parce que on voit avec l'enseignement de l'éducation physique et sportive, le professeur s'occupe un peu de tout. Aujourd'hui, avec les classes sportives, le professeur pourra se spécialiser dans une tâche donnée et pourra se mettre en fond pour le rayonnement de cette tâche, de cette discipline sportive-là qu'il a choisie. Voilà, Mohamed Yamidi, quel est votre sentiment suite à cette décision du Conseil des ministres? Et surtout, le recul qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette expérimentation des classes sportives au regard de, comme il a dit, des résultats engrangés par nos différentes équipes, on va dire, scolaires. Évidemment que ce n'est qu'une bonne chose, ce n'est qu'un signe de progrès, ce n'est qu'un signe manifeste de l'envie de donner ce qu'il y a de meilleur pour la nation et de faire en sorte que dans les années à venir, que nous puissions avoir, comment on appelle-t-on, probablement des futurs champions dans presque toutes les catégories, toutes les catégories dans le domaine sportif. On est en train de mettre réellement le cap sur une section sportive scolaire pour permettre à ceux qui sont à l'école et qui aiment des disciplines et qui ont aussi envie de progresser, c'est-à-dire que c'est une possibilité de double progression. À la fois, ils étudieront normalement comme tout le monde et aussi pourront faire un parcours en termes de sport qui leur permettra de devenir peut-être de futurs champions dans ce domaine-là. Et là où le gain est pour la nation, c'est qu'il y aura des détections de talent et chacun, selon la discipline que chacun aimera, on aura des footballeurs, ceux qui aiment le tennis, ceux qui aiment le hand, les athlètes, ainsi de suite, de sorte que à la longue, c'est comme une orientation déjà que l'on donne. Le fait d'être sportif n'empêche pas d'étudier, tout comme le fait d'étudier n'empêche pas d'être sportif. Et les gens peuvent embrasser les deux carrières et peut-être faire une pause à un moment donné et aller beaucoup plus l'un dans l'autre et peut-être après, parce que le sport aussi, il faut dire que c'est jusqu'à un niveau donné, quand on le pratique de façon professionnelle jusqu'à un niveau donné, à un âge donné, on oublie de raccrocher, de revenir à certaines choses. Donc c'est évidemment quelque chose, c'est une bonne vision, c'est une vision claire du développement en termes de sport, en termes d'avenir. Et on ne peut que encourager ça. Le fait aussi de décider d'équiper les gens de cette façon-là, ça montre en fait tout le sérieux que l'on accorde à la chose. Ça montre tout le sérieux que l'on accorde à la chose et ça donne à ces jeunes enfants, je dirais, comment appelle-t-on, le goût déjà de ce que je peux appeler le professionnalisme. Ils savent déjà que à la longue, s'ils sont concentrés dans ce qu'ils font, s'ils sont sérieux dans ce qu'ils font, on leur fait miroiter déjà un avenir par rapport à ce qu'ils sont. Parce que tout ça fait partie de, comment je vais dire, de tout le sérieux qu'on accorde à la chose. Et ça permet aux enfants d'envisager que si on est dans ça, voilà comment on peut être. Parce que c'est très important l'image que l'on donne à ce que l'on fait. C'est une, je dirais, je ne vais pas dire que c'est peut-être trop dit de dire que c'est une excellente idée, mais c'est une idée qui a manqué auparavant. On l'a eu maintenant, on est en train de l'expérimenter. On ne peut que souhaiter que cela
s'accompagne de tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il y a comme bonne énergie, de tout ce qu'il y a comme compétence à tous les niveaux. Parce que le gouvernement va prendre des décisions, va mettre les moyens. Le reste, maintenant, il faudra que ça coule. Il faudra que tout le monde accompagne. Il faudra que les parents accompagnent pour motiver les enfants à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, à leur montrer que c'est possible de combiner à la fois le sport et les études. Voilà, Et que la perspective de la collaboration entre un groupe à l'envergure mondiale, Puma pour ne pas faire l'équipementier, pour ne pas leur faire de la publicité, et la CIPI, est-ce que ça augure de ce qu'une partie ou tous les équipements seront produits sur place? C'est vrai que les autorités ne se sont pas prononcées de façon plus explicite là-dessus, mais est-ce que ça peut donner lieu déjà à une complémentarité, à une disons harmonisation qui peut être profitable en termes de compétences, de retour de compétences pour la plateforme? C'est évident puisque en fonction de la technicité et la disponibilité de la zone spéciale, la zone industrielle spéciale, ce qui peut être fait serait fait selon aussi... Parce que si on a la matière première. On a la matière première, maintenant il y aura une question d'études de licence, traitement, oui, voilà. Tout ça là qui va entrer en compte. Donc ce qui peut être traité sera traité, ce qui peut être cédé sera cédé. C'est déjà un pas, c'est un gain pour nous, c'est-à-dire en même temps on essaie de professionnaliser, on essaie de faire avancer, on essaie de rendre meilleur ce que nous avons ici en termes de sport scolaire. Et ça profite aux différentes équipes nationales après. Mais en même temps aussi, il y a aussi un aspect économique et on essaie de tirer le meilleur de ça. Et pourquoi pas même aller au-delà, parce que si l'on peut produire ça, c'est que ça, on pourrait aussi envisager d'exporter ça pour d'autres pays qui, si ça prend ici, évidemment qu'on peut se dire que d'autres pays aussi vont s'inspirer de ce qui se fait là et s'inscrire dans cette même lignée. Et si nous, on a déjà une expérience dans le domaine, si quelque chose se fait déjà ici, ça pourrait faire une ouverture sur le marché plus ou moins régional et ce n'est que des profits pour nous. Donc, faire d'une pierre deux coups, en même temps, profiter pour professionnaliser les enfants, rendre le sport beaucoup plus professionnel et en même temps, on en tire profit pour le pays à tous les niveaux. Je pense que c'est quelque chose de bien pensé. C'est cette façon d'avoir la vision globale du développement et de l'avenir qui peut permettre d'avancer, d'atteindre vraiment le progrès comme on le souhaite et ne pas être en mesure de recommencer chaque fois. Cela demeurera un acquis, un savoir-faire que on pourra capitaliser là-dessus et avancer. Oui, je pense qu'en fait, dans le cadre de cette coopération Puma et puis CIPI et la CIPI, il va se passer un échange d'expérience, d'expertise, parce que le Puma a déjà une longue tradition en ce qui concerne la confection des maillots et des équipements sportifs. Sportifs en général. Là, ça rentre aussi dans le cadre de la coopération Nord-Sud, parce que là, je pense qu'en réalité que la Puma va apporter en ce qui concerne la technologie nécessaire, l'expertise, comme je l'avais dit, parce que de par le passé, on a vu des maillots que même l'équipe nationale a portés, ça ne respectait pas véritablement les standards, même les plus basiques. En ce qui concerne les cuissons, il y avait aussi des maillots qui ont des dossards un peu compliqués, où ça s'enlevait, le flocage ne réussissait pas. Puma est un équipementier de renom et ils vont apporter beaucoup plus d'esthétique, d'expertise et surtout d'efficacité. Au fait, la créativité sera au rendez-vous puisqu'ils ont des designers, ils ont des concepteurs de logos. Et là, sur le plan international, le maillot aura plus de valeur parce que quand ça porte la marque Puma, ça force l'admiration, le respect des compétiteurs d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'en réalité que la CIPI a déjà une expérience locale qui se concrétise déjà, mais quand la Puma vient aussi pour une coopération en matière d'expertise, en matière de conception des maillots, la CIPI va encore beaucoup plus gagner davantage. Je ne sais pas combien de temps la coopération va durer, bon, on ne sait mais pas là ça va forcément laisser des impacts positifs. Si bien qu'à un niveau donné, même si la Puma se désengageait de cet accord, la CIPI va désormais se doter d'une expertise acquise auprès des concepteurs et pourra
maintenant labelliser, avoir cette licence-là pour continuer le travail. Voilà, une question spécifique sur les classes sportives. Est-ce que ces classes ne sont pas un peu trop orientées football? Parce que depuis que ça se passe, à moins que ce ne soit que la session football qui a des résultats, parce qu'on ne voit que les guépards scolaires, pour le reste, on ne voit pas réellement en termes. Je sais que pour les championnats scolaires, il y a du handball, il y a de l'athlétisme, il y a beaucoup de choses. Mais pour l'équipe Falion qui en sort, est-ce que ce n'est pas, les classes sportives ne sont pas trop comme tout le sport national du reste? Il faut faire remarquer qu'à la genèse de cette réforme, il y avait les sports de combat, il y avait des sports de masse, des sports d'élite. Et après, le ministère a fait une étude, a fait un diagnostic et a écarté les sports de masse parce qu'il y avait le tai chi, il y avait le wushu, il y avait oui, les sports de combat justement. Ils ont écarté ça. Mais on a continué parce qu'il a été révélé que, bon, d'abord, il y a la disponibilité en ressources humaines, le dispatching sur le territoire. Il y a de petits problèmes, de petits dysfonctionnements qui ont été relevés. Aujourd'hui, le ministère a essayé de mieux s'appesantir sur certaines disciplines sportives qui intéressent d'abord les apprenants. Et par la suite, puisque j'ai eu à discuter avec les dirigeants de la fédération, par exemple, des sports de combat, taekwondo, puisque je les ai sentis un peu plus dynamiques sur le terrain. Et par la suite, ils ont expliqué que, en fait, c'est une volonté du ministère qui a consisté à ne pas exclure, mais de mettre ça en stand-by d'abord et voir un peu, faire l'expérience avec les autres disciplines sportives. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui que c'est le football qui est en train de drainer, c'est la locomotive. Mais d'ici là, on peut voir aussi, même si la pétanque n'est pas enseignée, mais on peut voir aussi le handball, on peut voir le basketball. Parce que tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai assisté aussi à un petit match de basketball. Ça, c'est une initiative purement locale. Mais c'est une société. Dans le cadre des classes sportives? Non, je dis c'est une classe sportive qui existe, mais c'est une initiative privée. Donc là, il y a beaucoup plus de découvertes, de révélations qu'on a vues. Mais le problème, c'est que dans les établissements publics, ils ont plus facilité à avoir des installations pour faire du football. Mais en ce qui concerne le handball, en ce qui concerne le basketball, ils ne disposent pas réellement des infrastructures adéquates. Pour le foot, à la limite, la cour de récréation suffit. Oui, il suffit. Même pourquoi? C'est beaucoup plus une question d'adéquation. Oui, voilà, justement. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Mais je pense qu'à la longue, quand on va commencer par moderniser aussi les infrastructures sportives scolaires, on pourra avoir des résultats. Puisque j'y ai toujours pensé qu'un jour, en dehors des infrastructures footballistiques, on peut aussi penser à des infrastructures de basketball, de handball, et aussi, pourquoi pas, d'autres disciplines sportives. Puisque l'école, c'est pourquoi tout à l'heure on parlait de la corrélation qui doit exister entre le sport et puis l'école. Les deux domaines font la promotion des valeurs. Les valeurs de sacrifice, les valeurs d'abnégation, de dépassement, travailler en équipe surtout. C'est à l'école on apprend, donc c'est des aptitudes, des compétences qui sont acquises à travers justement. Et le footballeur, le sportif, l'élève ne peut pas se départir du sport. Et le sport aussi, le sportif aussi a besoin en fait de cadre scolaire pour s'épanouir. C'est vrai, aujourd'hui vous allez voir, même sur certaines chaînes, il y a des footballeurs qui ont fait un bon parcours et qui reviennent être consultants. Cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, dans leur formation, ils n'ont pas délesté l'aspect scolaire, l'aspect formation, l'aspect développement intellectuel. Et pour une petite histoire, il y a un joueur allemand qu'on appelle Mario Götze. C'est à l'université qu'on a découvert ce talent. Et on lui a fait une dérogation spéciale pour venir jouer en équipe nationale et il continuait aussi toujours ses cours. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que l'école est révélatrice des talents, mais ces talents aussi doivent pouvoir mettre leur talent au service du sport. Donc, cette corrélation est bien établie entre les deux domaines. Voilà. Est-ce qu'on est parti pour, dans quelques années, pour que
les équipes fanion au niveau du football, du basket, et des autres disciplines puissent compter sur un vivier quand même important de pratiquants. Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire quand on voit l'idée, quand on voit comment ça se passe et quand on voit des prémices déjà et les premiers résultats que l'on a déjà. Je pense que si la politique est maintenue, parce que c'est surtout ça le problème, la vision étant maintenue, on peut espérer que dans les 10 prochaines années, qu'on commence par avoir les résultats de ce travail-là. Donc, je pense que cette action que le gouvernement est en train de mener aujourd'hui, il faut que cela soit pérennisé, il faut que cela soit vu comme une vision. Ce n'est pas quelque chose d'un gouvernement. Il faut qu'on puisse ritualiser ça, que ça entre dans nos cultures. Parce que tout à l'heure, on parlait du fait que le football prenne beaucoup plus le pas. C'est d'abord une question de culture. Et cette culture-là est liée, de mon point de vue, sans être forcément spécialiste de la chose, aux infrastructures disponibles. Et à la question aussi de la technicité. Parce que pour le football, comme on a dit, la cour de récréation, ça suffit. Même la cour d'une maison, les rues, là, ça suffit. Même s'il y en a de moins en moins. Donc, ce qu'il faut à partir de ce moment pour avoir ces résultats escomptés, ce qu'il faut, c'est que la vision qui a consisté, par exemple, à aménager, à aménager les aires, les 22 stades omnisports, je précise, c'est une très bonne vision. Je pense que c'est quelque chose à l'échelle scolaire aussi. Il faut aussi envisager quelque chose comme ça. Vous pensez que dans nos établissements publics, on voit là, il y a encore de la place pour construire comme en Europe, des salles couvertes, des salles multisports. Il suffit juste de prendre, c'est un exemple que je donne, on a vu le hall des arts. Le hall des arts sport. C'est un truc comme ça qu'il faut juste peut-être dimensionner à l'échelle du globe et multiplier ça un peu partout. C'est aussi simple que ça. Quand on l'a fait pour les 22 stades, on a commencé par voir le résultat. En tout cas, aujourd'hui, quand vous suivez le championnat béninois aujourd'hui, là, vous avez du plaisir à suivre ça. Honnêtement, vous avez du plaisir. Avec beaucoup de fierté. Je ne parle pas forcément du fond du jeu. Je ne parle pas de l'aspect jeu. En termes d'image, quand vous regardez là, au moins, vous pouvez passer 30 minutes, 40 minutes à regarder ça. C'est déjà bien. C'est mieux qu'il y a 10 ans où quand on te montre le stade, les gens sont en train de jouer le championnat, dans la minute qui suit, tu as envie de passer à autre chose. Donc, voilà quelque chose qui est déjà bien. Quand on a mis en place l'infrastructure, vous voyez au moins l'air de jeu. Quand vous voyez au moins l'air de jeu, franchement, ça vous donne envie de jouer. Quand on a mis en place l'infrastructure, ensuite l'équipement maintenant pour faire la retransmission, ça veut dire qu'on s'est assuré de ce qui se passe sur le terrain. Et on s'est assuré aussi que ceux qui sont là, qui doivent suivre le public, et ceux qui sont à la maison qui doivent suivre, tout va de pair. Donc, il y a un mélange. C'est bien pensé, je veux dire simplement. Donc, qu'on essaie de répéter ça aussi au niveau scolaire. Du scolaire, et on va espérer que ça va permettre à ce qu'on puisse avoir, comment on appelle-t-on, des sportifs de haut niveau dans beaucoup de domaines appelés, pour ne pas dire dans tous les domaines, tout au moins le basket, le handball, l'athlétisme surtout, là où on en manque souvent. Donc, et à ça maintenant il faut ajouter, et ça je ne pense pas que c'est ce qui manque, puisque nous avons, comment appelle-t-on, nous avons à l'université une école spécialisée où on forme des sportifs, des enseignants pour ne pas citer l'INGEPS. Donc ça, en termes de compétences, de savoir-faire, on peut dire qu'on a déjà ces ressources à disposition. Maintenant, il restera le côté infrastructure, le côté logistique et maintenant la coordination de tout ça dans un bon ensemble. On a fait une vision d'avenir et on y va. Et je pense que d'ici 10-15 ans, on va commencer par avoir les résultats. On aura aussi des maillots goûteux ici, on aura aussi plein d'autres choses. Et c'est ainsi que ça marche. Ça part de quelque part. Maintenant, il faut entretenir ça. C'est une vision qu'il faut décliner au fil du temps et ça doit entrer dans nos habitudes. En fait, pour implémenter réellement cette volonté de diversifier les activités sportives, les disciplines sportives, il faut forcément aussi la collaboration avec les collectivités locales. Parce que j'ai lu dans plusieurs rapports où, au niveau du conseil d'administration, ils se sont plaints du fait qu'ils n'ont pas reçu l'intégralité au fait de la superficie qui est réservée aussi. Ça, il y a ce problème foncier qu'il faut aussi régler. Il va falloir que
les collectivités locales puissent aider véritablement les établissements à avoir l'intégralité justement du périmètre qui est... Non, parce qu'on apprend qu'il y a 8 hectares et que bon, ce qui est utilisé, ce qui est viabilisé, c'est 6 hectares. Donc où sont passés les 2 hectares? Donc il va falloir que le gouvernement aussi règle ce problème-là pour permettre aux établissements de disposer réellement il y a des jeux, mais après il faudra construire et investir. Oui, mais tout d'abord, il faut qu'il y ait une disponibilité en termes de... Ça, c'est une question peut-être un peu plus politique que sportive. Oui. Est-ce que l'État peut se permettre d'investir dans la construction de ces aires de jeu, on va dire au niveau scolaire, quand on sait qu'il y a encore des salles de classe à construire? Là, il va se poser un problème. Il va se poser un problème parce en termes de priorité. On risque même d'utiliser ces installations-là pour faire des activités pédagogiques. Je pense d'abord il faut revoir le plan de masse parce que la façon dont le plan de masse au niveau des établissements est géré, et c'est mal géré, avec les constructions clairsemées, parsemées. Il n'existe pas de plan du tout. Oui, ben ils vous disent en réalité, au niveau de l'administration, vous dit qu'il y a un plan de masse, mais le plan de masse est tellement mal géré qu'il n'y a réellement pas d'une superficie en bonne et disponible pour la construction d'autres infrastructures sportives. Donc là, il faut aussi revoir un peu la conception, la façon dont les classes sont construites. Parce que quand c'est des R+1 ou R+2, il y a plus de surface disponible pour que d'autres activités sportives soient pratiquées. Donc là, je pense qu'il faut aussi revoir un peu la façon dont les salles sont construites. Et l'autre aspect c'est vrai qu'il piaffe d'impatience de donner son point de vue. Mais là, il faut, comme je le disais, la coopération au niveau des collectivités territoriales. Au niveau des collectivités territoriales, le gouvernement peut d'une manière ou d'une autre investir. Demander aussi, pas indirectement, demander à ce que les chefs d'établissement puissent voir, parce qu'il y a forcément des lignes budgétaires pour des réalisations, et mettre en place ne serait-ce qu'une petite installation pour le volleyball. Il y a des disciplines sportives qui n'exigent pas des dépenses onéreuses, qui juste aménager le territoire. Même aujourd'hui, on parle de rugby, on peut pratiquer valablement le rugby à l'école, même si, bon, sur le plan physique, il y a des choses à revoir, mais il faut commencer d'abord. Vous savez, dans notre loi ici, on parlait de l'administration locale, on parlait de l'administration locale. L'enseignement primaire, il n'y a que selon, comment on appelle-t-on, selon le statut de chaque collectivité. Quand vous prenez par exemple les villes comme Cotonou, ce n'est pas le même statut que comme Sémékodji, comme Avrancourt. Donc, selon la ville, il n'y a que la municipalité ou la commune gère la construction des salles de classe, des conduits de classe au niveau de l'enseignement primaire ou au niveau de l'enseignement secondaire. Quand cela est dit, c'est défini, maintenant, il faut définir une approche, il faut définir un plan. Par exemple, pour dire que voilà le modèle, voilà le plan pour construire nos collèges. Voilà le plan pour construire nos écoles primaires, nos écoles. Voilà. Donc quand on sait ça, c'est pas le directeur qui dit bon, il y a de la place là-bas, ou bien il y a un projet de construction, ou bien c'est une fondation qui vient, qui fait son plan, il n'y a rien, chacun fait ce qu'il veut, on vient comme veut. Je pense que ce n'est pas normal. S'il y a déjà un plan qui est là, s'il y a un donateur, ou bien s'il y a un plan standard qui est là, il vient, il s'insère dedans, et on fait ce qu'on peut faire dans ça selon les moyens que la personne apporte, ou bien la part que la personne voudrait prendre en charge. Moi, je pense que c'est de cette façon qu'on peut avoir une vue globale sur les choses. Comme ça, au moins, on ne va pas se retrouver après à dire il y a de l'espace, il n'y a plus de l'espace, c'est mal exploité, c'est pas mal exploité. Et de cette façon, on peut accorder, même si ce n'est pas au même niveau exactement, autant il faut accorder la priorité aux salles de classe, autant si on est dans cette vision de à la fois combiner études et sport, il faut aussi accorder de la priorité aux infrastructures sportives pour que ça soit un ensemble. Oui. Pour que il y a en parlant des villas statut particulier, en parlant de Cotonou,
pour être pragmatique, ce que vous dites, est-ce que c'est réellement possible? Peut-être que ça sera possible. Vous avez donné d'autres exemples à Francourt, en tout cas là où il y a encore de l'espace. Vous habitez un quartier où vous connaissez les collèges qui sont là, il n'y a pas de place, grosso modo, pour construire de nouvelles infrastructures. C'est que de mon point de vue, là, il faut aller à un réaménagement. C'est ce que je pense. Hein. Il faut oser aller à un réaménagement pour mettre les choses en ordre. Je donne un exemple. Là, ce n'est pas forcément dans le domaine scolaire. Ouais. Quand vous allez à Alada, le camp que le gouvernement a construit à Alada, le camp militaire, quand vous voyez ça, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on avait vu jusqu'à là. Quand vous voyez ça, vous êtes fiers d'être militaire, vous êtes fiers de porter la tenue, de servir le pays, de rentrer. Dès lors que vous rentrez dedans, vous sentez que c'est quelque chose de sérieux. Ça vous amène aussi à être sérieux, à envisager l'avenir, puisque c'est ça l'image du pays. Et c'est en fonction de ça que celui qui veut aussi défendre le pays, c'est que voilà, c'est toute une institution. Et l'institution, c'est d'abord l'image. C'est ça en fait la chose. C'est comme ça qu'il faut voir la chose de façon globale. L'école, voilà à quoi doit représenter notre école. Si ce n'est pas encore ça, il faut qu'on ait le courage, petitement, d'aller à un réaménagement. Voilà à quoi doit ressembler nos aires de jeu à l'école. Voilà à quoi doit ressembler nos hôpitaux. C'est pareil dans tous les domaines. Voilà à quoi doit ressembler, je ne sais pas, tout ce qui est institutionnel, étatique. Voilà à quoi, nos universités, voilà à quoi ça doit ressembler. Du coup, de cette façon, ça donne envie, ça motive, parce que tout ça aussi fait partie de ce qui motive notre assemblée. Voilà, vous avez vu la vice-présidence, je ne suis pas en train de faire du qu'on est en train de construire. Quand vous voyez ça, ça représente vraiment quelque chose. C'est ainsi qu'il faut avoir une vision de tout au niveau de tous les domaines et aller vers quelque chose de sérieux. Ça fait que ça motive les gens. Parce que quand vous voyez ça, je donne l'exemple du quand vous voyez ça et vous voyez les hommes qui sont habillés, qui vont là. Mais c'est ça qui donne envie au jeune homme qui a 10 ans, qui a 12 ans, de faire aussi partie de ce corps-là et d'avoir ce prestige-là, parce que c'est du prestige. C'est de ça qu'il s'agit, c'est comme ça qu'on construit la République sur la base de ces valeurs-là. Et comme ça, on a une vision à long terme. Oui, je partage en fait en tout cas les observations et l'argument de mon ami. Et oui, il faut vraiment la discipline architecturale. Il faut vraiment la discipline architecturale parce que, si je l'ai dit, parce que il y a un constat désagréable qui se fait sur le terrain. À défaut d'avoir des aires vraiment aménagées pour ces infrastructures-là, il y a une expérience locale qui est en train de faire école, que je pourrais dire. Il y a une coopération désormais entre les établissements et les centres de formation. Je veux prendre un exemple. Il y a un centre de formation qui est dans la commune de Semenkoudji, qui est en partenariat avec des collèges de la zone et qui envoie les apprenants ou ceux qui sont pensionnaires en fait, dans ces écoles, dans ces centres de formation-là, pour aller recevoir le savoir-faire, le savoir-être. Et là, je pense que si cette coopération est bien peaufinée, à défaut d'avoir des infrastructures, on peut bénéficier, les écoles peuvent profiter en retour, peut bénéficier forcément des espaces aménagés par ces centres de formation-là. Mais je reviens sur la thèse selon laquelle il faut redimensionner désormais la conception architecturale des écoles. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut tout casser et tout refaire. Mais aujourd'hui, on voit que le gouvernement casse et refait. Il y a les collèges historiques, Vedoko, Rita, Akpakpa Centre. Oui, vous avez bien dit collège historique. Oui. Donc pour cette raison-là, ces collèges-là sont vraiment concernés par ce que nous sommes en train de dire. Qui ont sorti de vraie gloire. Oui, mais à un niveau de la musique, le football. Oui, je n'en dis qu'on vient pas. En fait, quand on recasse, c'est pour bâtir, c'est pour donner véritablement le caractère authentique. Parce que même au temps de la colonisation, les administrateurs coloniaux respectaient une certaine architecture. Quand vous allez à l'ancienne école Ballot, qui est devenue Fitor Ballot, qui est devenu lycée Béhanzin, les bâtisses, quand vous voyez, ça respectait une norme architecturale, des standards architecturaux donnés. Et quand vous allez voir, toutes leurs constructions répondaient à une logique, à une discipline, à une organisation architecturale donnée. Donc, s'il y a lieu, avec l'élégance qui caractérise la modernisation et la reconstruction d'un certain nombre d'infrastructures, et s'il y a lieu de le faire pour redonner à ces écoles-là leur renommée historique, il faut le faire. Et là, ça fera fierté même aux anciens écoliers. Ou les Concasses, c'est Saint-Rita.
Oui. S'il le faut, parce que ça s'est passé à Porto-Novo, le CEG Bioguerra n'existe plus, ça a été rasé. Bon, c'est vrai que c'est pour des besoins. On voulait agrandir l'Assemblée nationale sur le nouveau siège. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut aussi aller vers le CEG, vers le lycée Béanzin et essayer de renouveler, faire des rénovations, des réflexions. Et pourquoi pas, s'il le faut, il faut casser pour redonner à ces centres de formation-là le prestige d'antan. Là, aujourd'hui, on voit que le gouvernement aussi est en train de rénover les centres muséaux, les infrastructures. Mais aujourd'hui, quand vous allez à Porto-Novo, vous voyez la statue de Tofa Ier qui est en pleine rénovation, en pleine reconstitution. Donc, le gouvernement a les moyens et on peut y aller forcément vers cette option-là. Voilà. Pour finir là-dessus. C'est ce qu'il faut, on l'a déjà dit. Pour moi, d'abord, il est essentiel de maintenir cette vision, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut se donner les moyens d'aller toujours plus loin. Toujours plus loin. Voilà, il nous reste quelques minutes pour évoquer le second sujet, l'asphaltage. La seconde phase, qui, il faut le reconnaître, a eu quelques soucis au débarrage. Cette fois, depuis quelques semaines, ce projet si important pour la rupture est en branle. On a pu le voir à Calavi, dans certains autres endroits du pays. Cette fois, c'est annoncé à Kandi, Djougou et Parakou par la société adjudicatrice qui est maître d'œuvre des travaux, l'entreprise publique SIRAT. Voilà, je reste avec vous. Pour le coup, on peut dire, on l'a assez dit, mais peut-être qu'il faut encore le dire, que ces travaux ont pour vision de transformer, en tout cas, l'entièreté du pays et non pas des zones spécifiques. On peut dire aujourd'hui que ces projets, tout le monde en bénéficie. Absolument, absolument. Et ceux qui n'en avaient pas eu assez, fait comme les autres communes, pourront aussi avoir leur part. Et c'est ce que j'appelle une vision globale intégrée des choses. Aujourd'hui, le vent de la modernité ou de la modernisation, en ce qui concerne les infrastructures, ça a touché pratiquement tout le Bénin, toutes les communes. Que vous soyez à Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, un peu partout. Ça n'a pas encore touché ma rue. J'ai été à Boycon la dernière fois, j'ai vu, et surtout que ça a une spécificité. J'ai vu et j'ai compris que le vent là est passé un peu partout. J'ai été à Natitengo, j'ai été un peu partout. J'ai vu, c'est une très bonne chose, on ne le dira jamais assez. Chez vous, c'est Mékoji, il y en a eu? Oui, ben, c'est aussi au point mort parce qu'il faut que chaque maire aussi défende forcément sa commune. Je ne vais pas dû vous donner la parole. Non, c'est pas que je suis en train de condamner. Ça avait commencé, mais c'est au point mort. C'est un autre point de la chose. Ce qui est surtout intéressant, que moi je dirais dans cette façon de faire, dans cette vision de modernisation, c'est que pour une fois, la modernité est allée dans les quartiers. Aujourd'hui, la vie dans les quartiers s'est modernisée et ça a changé du fait de ces travaux-là. Quand vous êtes à Cotonou aujourd'hui, en tout cas, Cotonou d'aujourd'hui, Porto-Novo d'aujourd'hui, on ne craint plus la pluie. Moi, je suis à Copa. Les gens d'Agla aujourd'hui ne craignent plus la pluie comme il y a 8 ans, comme il y a 7 ans. Aujourd'hui, à Copa, on ne craint plus la pluie. Avec le volume de pluie qu'il y a eu, par exemple, ne serait-ce que dans cette semaine, il y a 7 ans, on serait en train de dire autre chose. Mais aujourd'hui, quelques heures après la pluie, je pense que le sourire... Il y a le projet d'assainissement, le PAPC aussi qui est... Tout ça a fait en sorte que la vie, du point de vue confort, cadre de vie, s'est beaucoup plus améliorée dans les quartiers. Et moi, je dis aux gens, et donc pas ricocher dans les communes, que ce soit les grandes communes et les autres communes aussi. Je dis souvent aux gens, il faut vivre dans un cadre sain pour penser également, pour avoir des pensées saines. Et quand vous avez des pensées saines, ça vous propulse, ça vous amène de l'avant. Vous avez des idées qu'il faut, et vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir évoluer. Non seulement vous serez beaucoup plus enthousiaste, vous tomberez moins malade, vous penserez moins.
en termes de soins de santé. Aujourd'hui, si on fait le point, je suis sûr que les hôpitaux, on est déjà en période de pluie, ne se remplissent plus avant, indépendamment du fait qu'au niveau de la lutte contre le paludisme, on a fait un pas. Mais la modernisation, le changement au niveau du cadre de vie a eu un impact significatif sur la qualité de vie des gens et on ne peut que saluer ça. Mon souci à moi, comme je l'ai dit encore une fois, aussi bien pour la classe sportive, c'est d'espérer que cette vision que le régime en place a eue va continuer au-delà de 2026. Moi, mon inquiétude est beaucoup plus ça. En termes d'amélioration du cadre de vie d'infrastructure, je pense que le gouvernement n'a plus rien à prouver. On a quelque chose sur lequel on peut capitaliser, on peut s'assurer que on a fait quelque chose. Je pense que sur ce point-là, on n'a pas à démontrer quelque chose à quelqu'un. Peut-être que maintenant, il y a d'autres problèmes que les populations ont et qu'on n'a pas encore forcément mis le doigt là-dessus. Mais sur ce point-là, personne aujourd'hui, dans le Bénin d'aujourd'hui, ne peut dire que le vent de la modernité, tout au moins en ce qui concerne le cadre de vie, ne l'a pas touché. Maintenant, parlez-nous de Sebenkoui. Oui, ben, je ne peux pas faire le procès, hein, mais c'est un constat désolant. Au début, l'asphaltage avait touché pratiquement les 77 communes, mais il y a dans certaines communes, dont Sebenkoui, où on constate vraiment que l'asphaltage est au point mort. Parce que peut-être qu'il n'y a pas une réelle implication au fait des autorités qui doivent forcément reconnaître l'importance de la chose et pouvoir défendre cela. Parce que là, tout le monde se bat pour que l'asphaltage puisse concerner, puisse s'implanter au cœur de sa commune. Je pense que tout le monde n'a pas la même vision. La population même le réclame. Voilà. Partout. Mais ceux qui sont chargé de porter les aspirations de la population devrait pouvoir aller, parce qu'il y a eu un temps où, même pour la construction des infrastructures sportives, il a été demandé à ce qu'on nous indique clairement l'espace qui doit recevoir, parce que la commune de Sebenkoui est une grande commune qui devrait normalement recevoir aussi un stade municipal. Jusque-là, il y a eu un imbroglio qui est mal entretenu. Je reviens aussi sur l'aspect l'importance de l'asphaltage. Ça montre que vraiment notre économie est en train d'évoluer, parce que si aujourd'hui on construit des routes, c'est les retombées économiques. Et nous avons tous vu qu'après la révolution industrielle en Europe, ça a eu un impact direct, la densification du réseau routier. Donc aujourd'hui, pour l'acheminement des produits, pour que les industries soient desservies, les zones de forte concentration agricole soient alimentées, il faut forcément qu'il y ait des routes. Et ces routes-là sont en train d'être construites et la population, tous les acteurs qui sont concernés doivent accompagner le gouvernement, parce que on entend que ce n'est pas la route que nous allons manger. Oui, nous n'allons pas manger la route, mais la route a une importance dans toutes les activités que nous menons, parce que pour aller au service, il faut la route. Moi, je peux vous dire que lorsqu'il n'y avait pas l'asphaltage, combien de temps on pouvait faire pour aller au boulot avec les embouteillages? Aujourd'hui, on peut emprunter même dans les quartiers, les circuits pour rapidement relier. Donc aujourd'hui, l'asphaltage est en train de faire... Combien de temps en moyenne? Bon, ça a limité les retards aussi, hein, parce que quand il se retrouve... Être en retard, c'est autre chose. Oui, mais 15, 10 minutes, 20 minutes, ça dépend de la cible. Ça dépend de la cible. Oui. Ça dépend de la cible. Non, mais il fut un temps, je discute aussi avec des gens qui quittent depuis Zé et autres là pour venir à Cotonou pour les activités professionnelles. Entre-temps, il y avait l'embouteillage qui les empêchait d'être véritablement ponctuels. Mais aujourd'hui, avec la construction des infrastructures, ils se sont sentis vraiment satisfaits. Il suffit de rouler prudemment et vous pouvez aller à bon port à l'heure. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette question. Le pays est en chantier, c'est le cas de le dire. Donc l'asphaltage qui se déploie dans 16 autres villes du Bénin. Voilà, merci. Innocent Winer Godonou, journaliste, enseignant d'allemand. Merci. Mohamed Yamidi, analyste politique.
expert en communication éditoriale et digitale. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous en avons fini avec nos échanges de ce soir. Nous avons parlé des classes sportives et de cette décision du Conseil des ministres de contractualiser pour l'acquisition d'équipements et de matériel sportif. Et en deuxième sujet, nous avons évoqué le démarrage prochain du projet asphaltage à Kandi, Djougou et Parakou. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.